Il est physicien nucléaire, il a fait ses études de sciences physiques, maîtrise de spécialité physique nucléaire de la faculté de Jussieu. En 68, j'ai posé mon pavé. Posé mon pavé. Stage d'ingénieur chez Intertechnique et CEA de Saclay, puis carrière dans la physique, débuté chez Schlumberger. Retraité depuis peu, membre de l'association Vega Plaisir, membre de la commission cosmologie de la SAF, aussi membre du conseil d'administration de la SAF maintenant. Ah oui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Pierre Martin. Merci. Bon, alors je vais faire ça. Bonsoir à tous. Alors comme c'est l'année de la lumière, ça ne vous a pas échappé. On a essayé de préparer une petite introduction à des phénomènes lumineux. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait astronomique. Bah, bon, tant pis, hein, on va quand même s'éclater comme ça. Alors voilà un peu de quoi j'espère que je compte vous parler. D'abord, on va dire ce que c'est la lumière, et puis des choses assez évidentes. On va enfoncer peut-être des portes ouvertes ou des portes entrouvertes. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le soleil est rouge au couchant? Qui est-ce qui a vu le rayon vert? L'arc-en-ciel. Ça, l'arc-en-ciel, c'est merveilleux. Je vous gêne pas. L'arc-en-ciel, c'est formidable. C'est une théorie très très compliquée, mais on va bien s'amuser. Puis des petites choses amusantes comme la gloire, Parélie, qu'est-ce que c'est? Les halos, les nuages noctulescents. Drôle de nom. Hein. Les mirages, bah oui, c'est un phénomène lumineux, les mirages. Les aurores, les éclairs, la lumière zodiacale. Et puis, on va essayer de voir quelque chose qui n'est pas lumineux, justement, la nuit. Et on va se poser la question, et on terminera là-dessus. Alors ça, c'est un sujet astronomique. Pourquoi la nuit est noire? Donc, on va voir ça. Alors, la lumière. La lumière, vous savez tous quand même que c'est un rayonnement électromagnétique. Ce sont des photons. La lumière, ce sont des photons. Et alors, ces photons, ils ont une particularité un peu spéciale. Ils sont à la fois ondes et particules. C'est difficile à imaginer, mais je vous ai mis une analogie, là, que vous voyez à droite. Vous voyez par exemple ce cylindre. Suivant que je l'éclaire de côté ou du dessus, je vois un cercle ou un rectangle. Et pourtant, c'est un cylindre. D'accord? Donc c'est la même analogie. Un photon, on pourra le considérer suivant les cas, que c'est une onde ou une particule. Une onde avec une longueur d'onde ou une particule. Alors une onde sera définie par sa longueur d'onde ou sa fréquence, hein, et un corpuscule, ça appartient un peu à la mécanique quantique. Avec le peu de lumière, on n'arrive pas à voir les pouvoirs. Alors, tout le monde sait que la lumière blanche, c'est en fait la composition de plusieurs couleurs de base, que vous voyez ici, entre 400 et 800 mm, du violet au rouge. Et cette lumière du soleil, on peut la décomposer, c'est comme ça qu'on s'emmerde là-dessus, on peut la décomposer au travers d'un prisme. Un prisme va décomposer cette lumière blanche en ces différents composants. Ces différents composants de base, comme vous voyez, il va aller du rouge au bleu. Pourquoi le prisme décompose la lumière comme cela? Parce qu'au passage du vert, si le prisme est en vert, eh bien, le trajet lumineux dans le vert n'est pas tout à fait le même que suivant que le rayonnement est bleu ou qu'il est rouge. On parle de ça plus en détail. Donc, c'est notre ami Isaac Newton qui a découvert cette propriété du prisme et cette propriété de la lumière. Il faut savoir que il y a peu de génies dans le monde. On pense qu'il y a ce qu'on peut appeler un génie par siècle. Et
on peut considérer Isaac Newton comme vraiment un génie. Un génie, ça veut dire qu'il a fait changer l'évolution de l'esprit, changer la façon de réfléchir. Alors, pas uniquement sur la lumière, mais vous savez, sur la gravité aussi. Newton, c'était un type plutôt de basse condition et vivait en Angleterre. Et à une certaine époque, il y a eu la peste. Et donc, tous les gens rentraient chez eux pour la peste et se calfeutraient. Il avait 20-25 ans. Et pendant cette période où il était resté chez lui calfeutré pendant 2 ans, c'est là où il a fait ses plus grandes découvertes, notamment sur la lumière. Il y a 23 ans. Alors, il faut se rendre compte que ce que l'on voit, ce à quoi notre œil est sensible, ce n'est qu'une toute petite partie du rayonnement électromagnétique. Hein. On est sensible, en fait, à la lumière de notre étoile. Hein. Ça s'est fait au cours des milliers, des millions d'années. Notre œil, et c'est un peu normal, il s'est habitué à la lumière de notre étoile. La Terre tournerait autour d'Epsilon Eridani, on aurait probablement une autre sensibilité dans notre œil. Donc notre sensibilité, vous voyez, c'est dans cette toute petite zone, entre 0,4 et 0,8 microns, entre le rouge et le bleu, et c'est l'éclairage de notre Soleil. Mais vous voyez bien que tout ce qu'il y a autour, à droite et à gauche de cette zone visible, ce sont aussi des rayonnements électromagnétiques. D'un côté, on va avoir les grandes longueurs d'onde, donc les ondes radio par exemple, ou ce que vous avez dans votre cuisine, les micro-ondes, et de l'autre côté, on va avoir des rayonnements beaucoup plus durs, les ultraviolets, les rayons X. Ben oui, les rayons X, ce sont aussi un rayonnement électromagnétique ou des rayons gamma. Alors, on va passer tout ça. Oui. Alors, on va essayer de s'intéresser, de savoir ce qu'est une couleur. Voilà une super photo que j'ai faite sur un marché un jour. Vous voyez, par exemple, ces couleurs jaunes qui sont éclairées par la lumière du soleil. Pourquoi elles paraissent jaunes? Il faut se remettre ça dans l'esprit, hein, ça ne tombe pas sous le sens. Elles paraissent jaunes parce qu'elles absorbent toutes les longueurs d'onde, sauf le jaune. D'accord? Donc un objet qui apparaîtra blanc n'absorbe aucune longueur d'onde. Il est blanc. Un objet noir, c'est le contraire, absorbe toutes les longueurs d'onde, donc il ne réfléchit plus aucune lumière, il apparaît noir. Alors, ça c'est des notions de base sur la lumière, donc je pense que vous connaissez tout ça. Les rayons lumineux peuvent être soumis à réflexion, diffusion, transmission, réfraction. On ne va pas parler de diffraction aujourd'hui. Alors, d'abord, la diffusion. Qu'est-ce que c'est la diffusion? Vous voyez, rayon lumineux qui touche une surface et cette lumière est dispersée. C'est de la diffusion. Ok? Vous pouvez vous en rendre compte facilement chez vous. Alors ça, c'est facile à faire. Puis ça étonne toujours tout le monde. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez une goutte de lait dedans, vous remuez, et vous prenez une lampe électrique et vous l'éclairez par le côté. Puis vous allez voir, les particules de lait vont diffuser la lumière dans l'eau, et vous allez avoir de la lumière diffusée. La lumière, un rayon lumineux, peut aussi être réfléchi. C'est-à-dire qu'on va toucher une surface et le rayon va partir exactement dans l'angle opposé. C'est la réflexion de la lumière. Pour un même corps, ça va être, vous savez, angle de diffusion égale angle de réflexion. C'est une loi Pascal ou un truc comme ça. Alors, la réflexion est souvent associée à réfraction, ne pas confondre les deux, lorsqu'on fait une réflexion sur un autre milieu. Par exemple, je passe ici de l'air
à l'autre. Alors, il y a une partie du rayonnement que vous voyez qui va être réfléchie, donc on connaît parfaitement l'angle, mais il y a une autre partie du rayonnement qui va pénétrer à l'intérieur de l'eau, et vous voyez que l'angle est différent. Et on va essayer de savoir pourquoi. Voilà par exemple une belle photo où on voit parfaitement le phénomène de réflexion et de réfraction. Hein, de photo là, ici vous voyez la réflexion, et là vous voyez la réfraction dans l'eau. Alors, connaissant tout ça, pourquoi le ciel est-il bleu? Alors, bon, je suppose qu'il y en a plus de ça ici. C'est l'atmosphère qui va diffuser. Pardon? C'est l'atmosphère qui diffuse le bleu. Voilà, c'est ça, on arrive à peu près à ça. Hein. L'atmosphère, elle est composée principalement d'azote et d'oxygène, aussi un petit peu d'eau et de poussière en suspension. Or, il se trouve que la lumière du soleil qui traverse l'atmosphère, en rencontrant ces molécules de gaz, est diffusée par ces molécules de gaz. Mais cette diffusion va dépendre de la couleur de la lumière, donc de la longueur d'onde de la lumière. Bon, comme vous savez que la lumière blanche, c'est un mélange de longueur d'onde du bleu et du rouge, il se trouve que cette diffusion dépend très fortement de la longueur d'onde. Elle est même en puissance 4. Le bleu étant la longueur d'onde la plus courte, le bleu sera beaucoup plus diffusé que le rouge. Et donc, c'est ce que vous dites, lorsque la lumière solaire traverse l'atmosphère, cette lumière est partagée, bien entendu, entre toutes ses composantes, mais c'est surtout le bleu qui est favorisé par rapport au rouge. Le bleu est beaucoup plus diffusé, comme on le voit dans le dessin du bas. Ici, le rayon arrive ici, et le bleu est diffusé plus facilement. C'est ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh. C'est Lord Rayleigh, un Anglais, qui a trouvé ça il y a 200 ans. Donc les rayons bleus sont plus diffusés. Donc voilà un petit dessin qui résume cela. Vous voyez en haut à droite le rayonnement du soleil qui comprend toutes les longueurs d'onde, et ce rayonnement en atteignant l'atmosphère terrestre, eh bien le bleu va être favorisé par rapport à toutes les longueurs d'onde, donc si bien que dans l'après-midi, lorsqu'on regarde le ciel est bleu. C'est pas évident quand même. Je pense que nos ancêtres se sont beaucoup posé la question à ce sujet. Mais alors, si le ciel est bleu, pourquoi le ciel est rouge quand le soleil se pousse? Ça, c'est déjà plus trapu. Est-ce que c'est contradictoire? Bah, sûrement pas, puisque ça existe. Hein. Bon. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On va d'abord se rappeler ce que je viens de vous dire. Les longueurs d'onde courtes, bleues, longueur d'onde courte, ça veut dire puissant. Hein. Plus puissant, le bleu, c'est plus puissant que le rouge. Plus énergétique. Hein. Pensez à l'ultraviolet. L'ultraviolet, ça vous brûle. Hein. Le bleu, c'est plus puissant. Donc, les longueurs d'onde courtes, comme le bleu, diffusent beaucoup plus que le rouge. Et en gros, 10 fois plus. Hein. N'oubliez pas que c'est en puissance 4, 10 fois plus. Mais, aussi, les longueurs d'onde courtes, bleues, sont celles qui sont le plus absorbées par l'atmosphère. Donc, vous voyez qu'il va y avoir compétition entre ces deux phénomènes de diffusion et d'absorption. Hein. Et on va voir justement en fonction de la longueur du chemin, par exemple, quand le chemin est court, c'est-à-dire le soleil est haut dans le ciel, c'est le premier phénomène, la diffusion, qui l'emporte. Par contre, quand le chemin est long, le soleil est rasant sur l'atmosphère, et le chemin est long, le soleil est couchant, c'est le deuxième, c'est l'absorption qui est le plus importante. Et donc, on absorbe le bleu, et ce qui reste, le rouge. D'accord? Donc, vous voyez ici représenté sur ce dessin
à midi, le soleil sur un trajet court, et au coucher, ou au lever, hein, pareil, le soleil qui rase, qui suit un parcours beaucoup plus important de l'atmosphère terrestre. Et le soleil paraît donc rouge au couchant. Voici une petite illustration que j'ai trouvée sur Internet. Donc, soleil rasant, on absorbe le bleu, il devient rouge. Soleil à midi, c'est le bleu qui est beaucoup plus diffusé. C'est clair? N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. D'accord. Petite remarque, les navigateurs le savent, ou ceux qui habitent au bord de la mer le savent, lorsqu'on voit le soleil en train de se coucher, en fait, il est déjà couché depuis plusieurs minutes. Pourquoi? Parce que la densité de l'air près du sol, près de la mer, est différente de la densité de l'air en altitude. Et cette différence de densité d'air va faire un effet de loupe qui va donc augmenter un peu la position du soleil. Et en fait, le soleil est déjà couché, mais on voit sa position dans le ciel par effet de loupe, par effet de mirage. On verra tout à l'heure que c'est comme ça que se produisent certains mirages. Alors, donc, les rayons, voilà l'explication pourquoi le soleil est déjà couché quand on le voit, et il est couché depuis plusieurs minutes. Alors que, évidemment, la couleur du ciel, pour en revenir aux fondamentaux, dans l'espace, la couleur du ciel, c'est le noir absolu. Comme on le voit ici. Qui a vu le rayon vert? Ça aussi, c'est un truc assez... Tu l'as vu, toi? Vous l'avez vu? Ah, putain. Moi, j'ai passé des journées entières à essayer de le voir, j'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu sur des photos après coup. Après coup? En faisant un flash, en faisant une série de photos? Bon, ben, moi, je suis pas arrivé. Bah, bravo. Il faut monter au pic du midi, on en voit tous les soirs. On en voit tous les soirs au pic du midi? Ouais. Eh bien, merci de nous payer le voyage. La Société astronomique de France qui nous invite. Alors, voilà une petite animation, justement, probablement comme vous avez fait. On voit ici. Et tous les matins aussi. Le matin? Le matin aussi. Ah ouais. Bon, le matin aussi. Le matin, c'est dur quand même, parce qu'on ne sait pas quand. Là, il faut lancer son appareil en rafale. Quoi. Moi, c'est le matin, c'est pas le... Bon, bah bravo. Hein. Bon, alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, voilà l'explication. Au coucher du soleil, la lumière est réfractée. Donc, c'est le problème de différentes couches atmosphériques, de différence de densité. Et là aussi, il se produit un phénomène de diffusion. Et plus le soleil s'enfonce dans l'eau, en fait, dans l'eau, certaines couleurs vont être absorbées, vont disparaître. Et on va commencer par les grandes longueurs d'onde, le rouge, le jaune, etc. Il va rester le bleu et le vert, mais comme je l'ai dit, le bleu, il n'est pas favorisé aussi dans ce cas-là, et il reste en gros le vert. Voilà, c'est ça. Voilà quelques images. Voilà, notre ami Gilles. Moi, je suis désolé, je n'ai pas réussi à faire de belles. Et il paraît que... Alors évidemment, avec Photoshop, on peut tout faire. Je vous épargne ça. Hein. Mais alors, bon, maintenant on a vu le ciel, mais alors pourquoi les nuages sont blancs? Oh là, quel silence. Ben là, contrairement à l'atmosphère que l'on vous parlait tout à l'heure, pour le bleu et le rouge du ciel, la lumière va rencontrer des particules qui sont beaucoup plus grandes que la longueur d'onde bleue ou rouge. Et dans ce cas-là, la diffusion Rayleigh, donc, qui servait pour le bleu du ciel, ne s'applique plus, et c'est une diffusion qu'on appelle MI, d'après un bonhomme qui s'appelait Gustave Mie, et dans ce cas-là,
cette diffusion ne dépend pas de la longueur d'onde. Si elle ne dépend pas de la longueur d'onde, aucune lumière, qu'elle soit bleue ou rouge, n'est favorisée. Donc le mélange reste entier et c'est du blanc. Voilà, c'est pour ça que nos nuages paraissent blancs. Mais certains nuages sont gris ou noirs. Hein? Est-ce que c'est contradictoire avec ce que je vous dis? Regardez pas ce que j'ai marqué. J'aurais pas dû. Ben oui, parce qu'il y a des nuages qui sont très très chargés en eau. Or, l'eau absorbe la lumière aussi. Et si l'eau, c'est plus des gouttelettes, c'est vraiment, ils sont très chargés en eau. Or, en absorbant la lumière, qu'est-ce qui se passe quand vous absorbez la lumière? Ben, ça devient de moins en moins lumineux et ça devient gris et noir. Donc les nuages les plus noirs, ben, attention, c'est qu'il y a plein d'eau. Alors maintenant, mon dada, l'arc-en-ciel. Bon, rainbow en anglais, je vous dis ça parce que il faut savoir ces mots-là. Alors, pourquoi l'arc-en-ciel? Bon, on dit que c'est après la pluie. Ben, oui, ça c'est vrai. On dit que pour voir l'arc-en-ciel, il faut avoir le soleil dans le dos. D'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y en a qui ont remarqué qu'il y avait un deuxième arc-en-ciel? Il y a presque toujours un deuxième arc-en-ciel. Et puis il se trouve qu'entre les deux arcs-en-ciel, on a l'impression que c'est un peu plus sombre que le reste du ciel. Alors, comment ça marche? D'abord, voilà, ça c'est une photo que j'ai faite. Je ne vais pas tricher, il n'y a pas de Photoshop maintenant. Voilà, par ma fenêtre, on voit le premier arc. Le deuxième arc, vous remarquerez, on ne voit pas très bien là-dessus, il est inversé, les couleurs sont inversées. Et puis, la zone sombre. Alors, un peu d'histoire, c'est Aristote qui chercha à comprendre. Il avait compris qu'il fallait un certain angle pour voir ça, mais c'est tout, il n'y allait pas plus loin. Roger Bacon, qui, là, au Moyen-Âge, a mesuré cet angle, il fallait un angle très particulier pour voir ça. Puis, un dominicain allemand a essayé de perfectionner le système, mais c'est Descartes qui trouve une justification au phénomène et comprend que c'est une double réfraction et une réflexion à l'intérieur des gouttes d'eau dans le ciel après la pluie ou avant la pluie. Mais c'est Newton, toujours, notre génie, Newton, qui va tout mettre en équation dans son traité d'optique, un petit bouquin grand comme ça, assez épais. Alors, on prend mes gouttes d'eau. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Un rayon lumineux atteint le bord de la goutte, pénètre à l'intérieur, hein, réfraction, pénètre à l'intérieur, se produit une réflexion à l'intérieur de la goutte, et puis le rayon va ressortir par une deuxième réfraction, donc en changeant l'angle. Donc, on voit bien que le rayon lumineux rentre une fois, fait une réflexion à l'intérieur de la goutte et ressort. Et il se trouve que tout ceci se fait lorsque se produit, c'est sous un angle de 42 degrés. On additionne tout ça, qu'on cherche tous les angles possibles dans la bille que représente la goutte, ça fait 42 degrés. Donc les gouttes d'eau vont jouer le rôle de prisme. Et si on considère tous les angles sur la gouttelette, on s'aperçoit qu'il existe cette zone préférentielle où la lumière s'accumule et qui va donc donner cet arc-en-ciel. Et comme la réfraction à l'intérieur de la goutte d'eau va dépendre de la longueur d'onde, hein, comme dans le ciel, donc ça va dépendre du bleu ou du rouge, eh bien on va avoir une petite dispersion des longueurs d'onde sur ce qui correspond à un arc. Alors pourquoi un arc? Ben parce que en fait toutes les gouttes d'eau produisent cet effet, et donc par rapport à notre ligne de visée, ben, on va avoir autour de ces 42 degrés, on va voir comme un arc. Alors il est intéressant de savoir que si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez toujours l'épater en disant c'est mon arc-en-ciel, parce que la personne qui est à côté de vous,
il sera légèrement différent. Il ne sera pas positionné de la même façon. Ça dépend de l'angle de visée. Donc chacun a son arc-en-ciel personnel. C'est formidable ça. En compte, vous venez ici assister à une conférence et vous repartez avec un arc-en-ciel qui est à vous. Donc chaque couleur a son propre arc-en-ciel aussi, comme je vous l'ai dit. Donc, le cône. Et normalement, alors on n'arrive pas, évidemment, on est limité souvent par l'horizon. On n'arrive pas à avoir un cercle complet. Alors j'ai essayé de vous trouver le cercle le plus complet possible sur Internet. Voilà un bel arc-en-ciel, hein, on voit presque complet. Vue d'avion, évidemment, enfin, c'est un petit peu que vue d'avion. Alors, et le deuxième arc, d'où il peut provenir? Ah, vous vous rappelez, ça c'est l'arc, c'est le premier arc. Hein, il y a eu une réflexion à l'intérieur de la goutte. Mais dites-moi, ces rayons qui sortent, ah, il y en a peut-être qui vont se réfléchir aussi à l'intérieur. Hein, eh bien oui. Voilà, il y a deux réflexions. Mais alors évidemment, comme on a fait deux réflexions, l'efficacité lumineuse est beaucoup plus faible. Et donc ce deuxième arc, d'abord, il n'est pas toujours visible. Et quand il est visible, il est plus faible en intensité. Et puis comme ça correspond à une deuxième réflexion, les couleurs sont inversées. D'accord? Donc c'est l'explication du deuxième arc. Alors, je dois avoir une animation qui devrait expliquer tout. Donc, le rayon lumineux arrive là. Une partie qui est réfléchie, on s'en fiche. La partie réfractée, à l'intérieur, voilà, qui va se réfléchir sur le fond de la goutte. Voilà, j'explique une partie qui ressort, qui ne nous intéresse pas. Donc là, réfléchit, et là, elle va, cette partie-là va ressortir pour donner donc l'arc-en-ciel, pour cette longueur d'onde. Bon, on peut calculer les angles, mais c'est pas très intéressant. Alors, l'arc secondaire est situé au-dessus de l'arc primaire, un peu au-dessus, hein, 51 degrés et 42, et bien logiquement, les couleurs sont inversées. Voilà, celui-là, elle est très belle, hein, celle-là. Bon, elle est mieux sur mon PC, il y a plus de couleurs, donc je ne sais pas régler les couleurs là-dessus. C'est pas mal. Et si on a qui ont déjà vu un arc-en-ciel presque complet d'avion, c'est incroyable, hein, vue d'avion. Moi j'en ai vu un, mais je n'avais pas l'appareil photo sur moi. Alors, on a remarqué qu'entre les deux arcs, il y avait une petite bande, la bande entre les deux arcs, en fait, était assez sombre. Et voilà. En fait, cette bande sombre s'explique parce qu'il y a de chaque côté des zones très lumineuses, donc il y a moins de luminosité au milieu. Voilà, par exemple, une bande sombre ici, une autre ici que vous voyez entre les deux arcs. Vous voyez, le deuxième arc, il est bien plus fin. Hein. C'est fait par nos collègues de Vegas.